parole-palais.com. Madame, Messieurs, bonjour, content de rentrer chez vous. Bienvenue chez nous à l'heure de la rubrique L'invité, simultanément sur radio et télésignal. Ce matin, on va parler élections et également situation post-cyclonique, deux urgences auxquelles il faut des réponses appropriées pour éviter que Haïti ne sombre dans le chaos, que la situation socio-politique du pays se détériore davantage. Pour en parler, mon invité ce matin, le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile, également de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. On a les hommes à l'antenne pour vous servir. Merci de nous avoir prêté audition. Professeur Rony Desroches, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce matin. Bonjour Ronald, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Radio Signal FM. C'est un plaisir d'être avec vous. Professeur Desroches, Haïti fait face aujourd'hui à deux urgences fondamentales, les élections et la situation post-cyclonique. Aujourd'hui, votre regard sur le processus électoral à l'approche justement de la date du 20 novembre consacrée au premier tour de la présidentielle. Bien, je pense que c'est un gros défi à relever. Cependant, il me semble que le Conseil électoral provisoire a pris les dispositions pour relever ce défi. Naturellement, le Conseil n'est pas seul dans cette entreprise. Le gouvernement a un rôle extrêmement important à jouer, d'autant plus qu'il y a deux gros obstacles qui peuvent se dresser devant le déroulement normal du processus. D'abord, c'est la réhabilitation des centres de vote qui ont été saccagés ou parfois même démolis. Et deuxièmement, faire le nécessaire pour donner accès à ces centres de vote au niveau de la route. J'ai appris, je crois que la presse et le public l'a appris aussi, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions avec le FAES, avec le BMPAD, avec d'autres institutions pour réhabiliter ces centres, et aussi apparemment les travaux publics travaillent assez sérieusement pour donner accès à ces différents centres. J'espère qu'ils seront au rendez-vous et que le 20 novembre, le peuple, y compris dans les départements qui ont été fortement saccagés par le cyclone, eh bien la population pourra aller voter. Oui, tout à fait. L'OCID a déployé plus de 400 observateurs avant la date du 9 octobre, qui était consacrée initialement à la tenue de ces élections, après le passage de l'ouragan Mathieu. À date, est-ce que ces observateurs vous ont informé qu'il est possible que les élections se tiennent dans les départements et les communes les plus touchées par l'ouragan? Bien, nous avons mené une enquête avec l'aide de nos observateurs et de nos coordonnateurs, parce que nous avons ce qu'on appelle les observateurs long terme, qui sont là pendant toute la durée du processus électoral, et nous avons les observateurs, ils seront 1500, qui seront déployés le jour même du scrutin. Alors les observateurs long terme et les coordonnateurs ont mené l'enquête, et comme le CEP l'a dit, eh bien effectivement ils ont remarqué le grand nombre de centres de vote qui ont été saccagés. Et la semaine dernière, nous avions tous nos coordonnateurs et un certain nombre d'observateurs long terme qui étaient ici à Port-au-Prince pour recevoir une journée de formation, recevoir les nouvelles consignes. Ils nous ont dit que il y a certains travaux qui commencent à être faits. Cependant, ils nous disent très clairement que la population, sa priorité aujourd'hui, c'est de trouver à manger, c'est de trouver des tôles pour réparer leur maison, et que la question électorale est vraiment secondaire. C'est pour cela que nous les avons encouragés eux-mêmes, puisqu'ils sont aussi des leaders dans leur communauté, nous les avons encouragés à faire une sensibilisation auprès de la population pour leur faire comprendre que, bien sûr, l'urgence prioritaire est peut-être de trouver à manger, de trouver, n'est-ce pas, de quoi réhabiliter sa maison, mais que c'est tout aussi important, et peut-être même plus important, de
participer à des élections pour s'assurer que nous ayons des élus légitimes au début de l'année 2017, car si nous n'avons pas un président légitime, par exemple, eh bien, nous ne pourrons pas bénéficier de l'appui budgétaire que certains gouvernements ou certaines organisations comme l'Union européenne donnent à Haïti, et ceci va réduire les moyens, les ressources dont le gouvernement peut disposer pour venir en aide à la population. Or, nous savons que ces départements sont aujourd'hui démunis sur le plan agricole, sur le plan des équipements, sur le plan des infrastructures, donc on a besoin encore plus d'argent. Et ceci est vrai non seulement pour les départements qui ont été touchés, mais pour les autres départements, parce que certaines valeurs qui devraient aller peut-être dans les autres départements seront peut-être affectées aux départements, n'est-ce pas, qui ont été les plus touchés. Donc c'est tout le pays qui aura des problèmes de ressources financières. Donc c'est pour cela qu'il est important d'avoir des élus légitimes qui non seulement pourront attirer l'appui budgétaire, qui pourront attirer l'aide de l'international, mais qui pourront attirer aussi les investisseurs, aussi bien les investisseurs nationaux que les investisseurs internationaux, parce que nous savons que le capital est frileux. Lorsqu'il n'y a pas une stabilité politique, qu'on ne voit pas vraiment sur le plan politique comment se présente l'horizon, à ce moment-là, on n'investit pas. Donc, on a tout intérêt à ce que les élections se passent rapidement, bien, et qu'il y ait des élus légitimes. Oui, tout à fait. La semaine dernière, le Conseil électoral provisoire avait écrit au président et provisoire, Jocelyn River, pour lui demander de réhabiliter 280 centres de vote, rendre praticables des routes menant à 190 autres centres de vote, et également permettre aux électeurs ayant perdu leur carte d'identification nationale de les récupérer pour participer aux élections du 20 novembre. Vous n'avez aucune préoccupation concernant le délai de 10 jours imparti par le CEP au gouvernement en place? Bon, écoutez, le délai de 10 jours est effectivement court, surtout quand on sait que notre administration publique n'est pas particulièrement célère dans ces opérations. Cependant, je pense que, et c'est une pression aussi que le CEP met sur le gouvernement pour lui faire comprendre qu'il faut aller vite en besogne, parce que les premières rencontres, d'après les informations que j'ai, n'est-ce pas, entre le CEP et l'exécutif, laissaient croire que les choses allaient se passer, mais rapidement. Mais quand le CEP, une délégation a été, n'est-ce pas, sur les lieux, ils ont vu qu'il n'y avait pas encore véritablement de travaux à être entrepris. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû mettre la pression. Mais apparemment, il semble que depuis, les choses se sont améliorées. Et bon, je sais qu'il y a quand même 3 organisations qui sont responsables de cela. Je crois qu'il y a passablement de matériaux sur le terrain, des tôles, des planches, des bois de par 4, etc., pour faire le travail. Maintenant, il s'agirait que les organisations ou les institutions qui sont responsables de ce travail puissent mettre des équipes au travail, des équipes locales, n'est-ce pas, d'ailleurs, pour créer des emplois même temporaires et multiplier les équipes afin que les choses aillent assez rapidement. 280, je pense que c'est possible quand même de mettre en place une centaine de petites équipes locales qui pourraient organiser le travail. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que le pays ait aujourd'hui des élus légitimes. Il va y avoir d'élections, mais on reproche justement au Conseil électoral provisoire de n'avoir pas fait l'instruction civique des électeurs. Autrement dit, le CEP n'a pas suffisamment vendu ou fait la promotion justement des élections. En termes de taux de participation, vous n'avez aucune incertitude, aucun doute concernant un taux de participation qui pourrait justement donner la légitimité aux élus qui sortiront de ces élections. Vous avez parfaitement raison. La question de la sensibilisation des électeurs, de l'éducation civique est extrêmement importante. Lorsque l'OCID et l'ISC ont rencontré le CEP, il y a peut-être de cela 2 semaines et demie, eh bien, je crois que c'était justement
l'intervention que j'avais faite, parce que le CEP avait présenté l'état des lieux sur le plan physique, les infrastructures qui avaient été saccagées par le cyclone, le problème, n'est-ce pas, du personnel vacataire qui était aussi affecté, etc. Et je leur ai dit que, à mon avis, il y a un autre élément extrêmement important, c'est l'élément, le facteur psychologique. Dans quel état se trouve, n'est-ce pas, la population par rapport aux élections. Et c'est pour cela que j'avais recommandé qu'il y ait justement une campagne de sensibilisation, n'est-ce pas, qui se fait pour faire comprendre à la population l'importance des élections, pour les porter à le faire. Parce qu'effectivement, si ce travail ne se fait pas, eh bien, on peut avoir un taux de participation très faible, ce qui peut réduire en quelque sorte la légitimité, si vous voulez, des élus. Mais je pense que si tout le monde a une attitude positive, la presse, les partis politiques, les leaders d'opinion, n'est-ce pas, pour faire comprendre à la population l'importance des élections, qu'on doit agir sur le court terme, c'est vrai, mais il faut prévoir aussi le long terme. Eh bien, je pense qu'on peut avoir un taux de participation dans les départements qui a été fortement touché, qui ne serait peut-être pas extraordinaire, parce qu'on peut comprendre que beaucoup de gens sont un petit peu abattus, mais qui peut être quand même acceptable pour légitimer pleinement les élections qui auront lieu. Ok. Abordons maintenant l'aspect de la sécurité électorale. Il y a par exemple une évasion survenue le 22 octobre dernier à la prison civile de l'Arcahaie. D'aucuns craignent que cette évasion, avec le nombre de bandits en liberté, d'aucuns craignent que cela ne vienne perturber le processus électoral, disons les élections du 20 novembre. Ça demeure un risque. Cependant, je ne pense pas que cette évasion puisse avoir une incidence très grande sur les élections. Pour la bonne raison que, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet, mais il me semble que ce sont des gens qui sont beaucoup plus liés à la criminalité, au grand banditisme, éventuellement à la drogue, etc. Et ces gens, une fois qu'ils sont libérés, eh bien, ils vont pas revenir sur la scène en plein jour pour faire, n'est-ce pas, des agressions, des choses de ce genre. Je pense qu'ils auront tendance plutôt à fuir, à s'enfuir, à partir même peut-être à travers la frontière pour l'étranger ou bien à prendre un bateau et tout ça. Vous voyez, donc je ne pense pas qu'ils vont se constituer en, n'est-ce pas, une troupe pour venir perturber les élections, parce que certainement leur objectif, c'était certainement pour pouvoir se libérer et recommencer, n'est-ce pas, leur crime crapuleux. Ça, c'est mon hypothèse, c'est ma lecture. Elle peut être erronée, mais je ne pense pas que ça représente un gros danger pour les élections. D'ailleurs, je reste persuadé que lorsque le gouvernement en place a la décision, la détermination, la volonté de donner la sécurité pour les élections, on a la sécurité. C'est lorsque le gouvernement est laxiste, que le gouvernement est tolérant par rapport aux agressions, à la violence électorale, que cette violence a lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement en place n'a pas intérêt, n'est-ce pas, à ce que les élections soient perturbées. Je crois que le gouvernement en place a le mandat qui lui est donné, c'est d'organiser des élections qui soient acceptables, de sortir le pays, n'est-ce pas, de cette incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Je pense que le président Privert, aussi bien que le Premier ministre et les autres ministres, ils ont tout intérêt à donner satisfaction à la population qui pourra, n'est-ce pas, leur rendre ceci demain sur le plan politique par une certaine reconnaissance. Professeur René Desroches, le premier tour des élections est fixé au 20 novembre, le second tour au 29 janvier 2017, et les violents ne s'accordent pas sur les deux dates. Il y en a ceux qui pensent que le second tour devait être beaucoup plus proche par rapport au premier tour. C'est quoi votre lecture
personnel de cette situation. Oui. Moi aussi, j'aurais souhaité qu'on ait le second tour un petit peu plus tôt pour nous permettre de respecter la date constitutionnelle du 7 février. Cependant, moi, je respecte aussi les contraintes que le CEP a. Parce qu'il y a aussi non seulement les dates constitutionnelles, n'est-ce pas, du 7 février et autres, mais il y a aussi les délais constitutionnels qu'il faut accorder, n'est-ce pas, pour les contestations, pour, n'est-ce pas, aller au BCED, aller ensuite au BCEN, pour les recours, etc. Et quand même, il y a un nombre de jours qui sont prévus pour tout cela, et c'est compliqué, et je crois que le CEP a meilleur temps de respecter, n'est-ce pas, ces délais pour qu'on ne lui fasse pas de reproches, que le processus se passe convenablement. Et maintenant, bon, si on n'arrive pas à respecter à la lettre la date du 7 février, je pense que ce n'est pas un grand mal, d'autant plus que la Constitution elle-même prévoit ce cas de figure. Au cas où le 7 février ne serait pas respecté, eh bien, le président élu rentrerait en fonction immédiatement après, n'est-ce pas, la validation de son pouvoir, et à ce moment-là, il serait considéré comme ayant pris fonction le 7 février malgré tout. Donc, on a prévu ce cas de figure. Je pense que s'il y a 1 semaine, 2 semaines de délai, la République ne périra pas pour autant. Tout à fait. Et la communauté internationale était un petit peu réticente, je dirais, par rapport aux élections de 2016. Aujourd'hui, il y a par exemple les États-Unis qui viennent de rattraper le train. Quelle est votre appréciation du geste des Américains? Bon, écoutez, je crois qu'il ne fait de doute pour personne que la communauté internationale, je pense aux pays occidentaux, aux pays de l'Europe, aux pays, n'est-ce pas, de l'Amérique du Nord, et même aujourd'hui les pays d'Amérique du Sud, ce sont des pays qui sont acquis à la démocratie, qui sont acquis, n'est-ce pas, à la modernité politique, donc ça veut dire qu'ils privilégient les élections. Naturellement, on peut les comprendre, ayant financé, n'est-ce pas, les élections de 2015, ils ont demandé à leurs contribuables de financer, ils ne peuvent pas leur demander de financer encore une seconde fois, n'est-ce pas, pour la même chose. Aujourd'hui que, n'est-ce pas, il y a une situation particulière créée par le cyclone Mathieu, eh bien, ils ont une attitude un peu différente par rapport à tout ça, mais ils ont toujours dit d'ailleurs qu'ils soutenaient les élections, n'est-ce pas, et de fait, on a vu on a entendu des déclarations, on a vu même que certaines de leurs institutions, n'est-ce pas, aujourd'hui apportent un certain appui aux élections, et ils ont tout intérêt parce qu'ils ne peuvent pas traiter aujourd'hui, au XXIe siècle, avec un pays qui n'a pas de dirigeants élus. Leur population ne leur permettrait pas de le faire, leur politique, n'est-ce pas, en matière de diplomatie, en matière de politique étrangère, ne le leur permettrait pas. Donc ils ont tout intérêt à ce que les élections se passent bien. Retour après la pause, Madame, Messieurs, je rappelle mon invité Ronnie Desroches, le responsable de l'initiative de la société civile et également membre de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Avec lui, on parle politique, notamment la question des élections. Également, on va aborder le sujet brûlant de l'actualité, c'est la situation post-cyclonique. Mais avant justement d'entrer dans la situation post-cyclonique, professeur Desroches, on reste dans les élections pour parler justement de cette inquiétude qu'il y a par rapport au Parlement. Ou si toutefois il n'y a pas des élections, le Parlement sera dysfonctionnel et le pays n'aura pas de président légitime. Au niveau de l'OCID, ça vous interpelle? Oui, certainement nous sommes interpellés, mais nous pensons que le peuple haïtien et les responsables politiques d'aujourd'hui, les responsables du CEP, ont suffisamment de maturité politique et de maturité, je dirais, citoyenne pour ne pas laisser une telle situation se développer. Je pense que tout le monde comprend que
que nous sommes face à une catastrophe naturelle de grande ampleur, parce que le pays se relève à peine, n'est-ce pas, du séisme que nous avons connu il y a quelques années, et voilà qu'aujourd'hui nous sommes frappés terriblement par cet ouragan. Donc nous avons beaucoup de problèmes. Nous voyons que, n'est-ce pas, la sécurité prend aujourd'hui des formes, n'est-ce pas, assez inquiétantes. Donc il faut stabiliser les institutions politiques, que nous ayons un parlement, que nous ayons un président élu, qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, un déficit d'autorité dans le pays. Donc nous sommes concernés, et c'est pour cela que nous encourageons tous les responsables, quels qu'ils soient, à prendre leurs responsabilités au sérieux et à faire ce qu'il faut pour que ces élections se passent, et que ces élections se passent bien. Maintenant, il y a la question de la sécurité qui mérite, n'est-ce pas, une attention très très spéciale. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé justement du taux de participation, l'urgence du moment, les gens sont faim, ils ont besoin d'aide, et la façon dont le gouvernement gère la situation post-cyclonique fait des grognes. Vous, professeur René Desroches, comment est-ce que vous interprétez cette situation? Bien, écoutez, je crois que dans toute situation, n'est-ce pas, catastrophique, et les gens qui sont victimes sont souvent mécontents. Les gens ont faim, ça c'est une évidence. Les gens ont peur pour leur avenir, ils ont perdu leur job, ils ont perdu leurs bêtes, ils ont perdu leur récolte, n'est-ce pas? Donc, et ils ont perdu peut-être leurs avoirs, leurs réserves et tout ça. Donc, ils sont en rogne, ils sont mécontents, insatisfaits. Et maintenant, malheureusement, ce que nous constatons aussi, c'est que il y a au niveau peut-être de certains responsables politiques aussi une attitude négative, n'est-ce pas? Je peux comprendre que l'on soit critique par rapport au gouvernement, mais je pense qu'il faut aussi que la critique soit objective. Vous voyez? Moi, je dois dire que, et lorsque je lis les différents rapports qui sont faits par ceux qui sont sur le terrain, en particulier, vous avez l'OCHA, qui est l'organisation, n'est-ce pas, des Nations Unies qui s'occupe des questions de désastre, n'est-ce pas, et bien fait un rapport régulièrement, et je me fais le devoir de lire ces rapports. Je me rends compte qu'il y a une aide, n'est-ce pas, qui parvient quand même à la population. Je vois qu'il y a des choses qui s'organisent en termes de convois pour protéger, n'est-ce pas, les convois. Je vois même qu'au niveau de privé, je suis personnellement membre de l'Église méthodiste, et je suis avec attention ce que fait l'Église méthodiste, qui envoie au Caille, à Jérémie, à Léon, à d'Espagne, etc., des camions avec des kits, avec, n'est-ce pas, des articles, etc. Ils arrivent quand même à faire livrer avec des tôles pour recouvrir les écoles. Ils arrivent quand même à faire parvenir tout cela. Donc, je dirais que la situation n'est certainement pas, et je dirais, idéale, qu'on aurait pu faire mieux. Je sais aussi que, par exemple, au niveau de l'international, ils ont même dû remplacer certaines personnes qui peut-être ne se sont pas montrées suffisamment efficaces. Ils ont fait venir une autre équipe de l'étranger avec des gens beaucoup plus expérimentés, d'accord. Et j'ai causé avec certains responsables, même certains diplomates, pas plus tard que samedi dernier, qui me disaient que, et bon, on commence à voir des résultats. Quand on survole, n'est-ce pas, la zone en hélicoptère, eh bien, on voit que les toits commencent à percer, commencent à sortir, etc. Un petit peu de verdure commence aussi un petit peu, beaucoup plus propre, les villes sont beaucoup plus propres maintenant, etc. Je crois que, et connaissant, n'est-ce pas, la faiblesse de notre pays, connaissant la faiblesse de notre administration, connaissant la faiblesse, n'est-ce pas, des finances publiques, eh bien, je crois qu'ils essaient de faire de leur mieux, et je crois que nous devons les encourager à faire mieux. Nous devons faire une critique, mais une critique objective. Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a une gestion catastrophique, n'est-ce pas, de l'aide qui est disponible aujourd'hui.
Maintenant, en termes de politique publique, par exemple, quelles devaient être, selon vous, les priorités de la prochaine administration pour renforcer la résilience du pays par rapport aux intempéries? Bien, moi, la priorité, je dirais, c'est de penser aux collectivités territoriales. Parce que c'est la leçon, à mon avis, la plus importante que nous devons tirer et du séisme et de ce cyclone. C'est que nos collectivités territoriales, nos communes, nos sections communales ne sont pas organisées, ne sont pas gérées. La Constitution de 87, déjà dans sa version originale, disait que les finances publiques doivent être décentralisées. Eh bien, jusqu'à présent, ceci n'est pas encore fait véritablement. C'est-à-dire que quand le budget national est en train d'être préparé, il aurait fallu qu'il y ait la partie qui concerne l'État central, mais il faudrait aussi qu'il y ait une partie qui soit réservée aux collectivités territoriales, aux communes, et qu'on sache, voilà, tel montant du budget est réservé à cela. Et que chaque commune, chaque section communale, sache exactement de quel montant la commune va, par exemple, disposer pour l'année à venir. Ce qui signifie que le maire peut planifier. Si c'est un abri provisoire solide en béton qu'il faut construire, n'est-ce pas? Eh bien, on construit, on sait que s'il y a une menace, eh bien, on peut quand même protéger la vie des citoyens, etc. Donc, l'organisation des collectivités territoriales, pour qu'il y ait quand même des dirigeants non seulement légitimes, élus par la population, mais avec des moyens. Parce que maintenant, pratiquement, ils n'ont pas de moyens. Le budget de la commune, c'est souvent un budget de salaire pour payer les quelques fonctionnaires qui travaillent, n'est-ce pas, dans la commune, etc., etc. Et bien sûr, il y a de l'argent qui est prévu dans le ministère de l'Intérieur, il y a de l'argent prévu dans le ministère de la Planification. Cependant, l'utilisation ou bien l'affectation de cet argent est objet de négociations politiques, de négociations politiciennes. C'est-à-dire, si vous me soutenez pour telle ou telle loi, pour telle ou telle chose, vous aurez l'argent. Si vous ne me soutenez pas, vous n'aurez pas. Ça ne devrait pas être. Eh bien, l'affectation, n'est-ce pas, de ces montants devrait être à l'abri de toute influence partisane. Donc, pour moi, le renforcement des collectivités territoriales, n'est-ce pas, est pour moi la priorité numéro 1. Nous avons une loi sur la décentralisation qui doit être votée parce que tous les décrets qui ont été pris en 2006 n'ont jamais été véritablement respectés. Nous autres, au niveau de l'ISC, qui nous sommes engagés dans la formation civique, au niveau des communes, etc., nous ne pouvons pas faire une bonne formation. Nous ne pouvons pas donner une bonne éducation. Pourquoi? Parce que nous ne savons même pas ce que prévoit la loi. La Constitution a tracé les grandes lignes, mais il faut qu'il y ait les lois d'application qui disent de façon très précise, voici les compétences du délégué, voici les compétences du maire, voici les compétences du CASEC et de la ZEC, etc. Nous avons besoin également d'avoir les élections indirectes pour que dans les communes, par exemple, il y ait des assemblées municipales. On ne doit pas laisser les 3 membres du conseil municipal seuls, sans orientation, sans encadrement, sans contrôle, n'est-ce pas, des représentants de la population au niveau de l'assemblée municipale. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et ensuite, je crois qu'il faut donner, n'est-ce pas, de l'importance à l'économie du pays. Je vois par exemple qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises au niveau agricole pour mettre ensemble un certain nombre de terres, n'est-ce pas? Bon, j'ai entendu dernièrement des responsables de Food for the Poor, en particulier le président, monsieur Daniel Rousier, ainsi que le monseigneur Beauvoir, qui parlaient de leur expérience un peu partout là où ils interviennent, c'est de porter les paysans à mettre ensemble, n'est-ce pas, leurs terres. Si celui-ci a un demi-carreau, eh bien,
il met ça avec les autres, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire une agriculture sérieuse sur un demi-hectare de terre. Il faut quand même peut-être un certain nombre d'hectares de terre pour mécaniser les choses, pour pouvoir produire convenablement. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire au niveau agricole, n'est-ce pas, et aussi donner une certaine priorité aux infrastructures agricoles. C'est-à-dire, il y a des tas de terres qui auraient pu être arrosées, mais comme il n'y a pas de canaux d'irrigation, eh bien, les terres restent incultes, en friche, etc. Nous avons des zones comme Maribarou, nous avons des zones comme, n'est-ce pas, plusieurs régions, n'est-ce pas, qui sont encore incultes et qui ont beaucoup de terres, que ce soit dans le département du centre, dans le département de l'Artibonite. Eh bien, je crois qu'il faut donner une certaine importance à l'agriculture et je crois que ça, c'est une priorité importante. L'autre question, c'est le tourisme. Nous avons des possibilités en matière touristique avec les difficultés que les pays européens rencontrent dans le Maghreb, en Afrique, etc. Eh bien, ils cherchent de nouveaux débouchés pour leurs touristes, pour leur industrie touristique. Et je sais qu'il y a peut-être un an et demi ou deux, il y a énormément d'agents de voyage qui sont venus d'Europe pour visiter, pour voir les possibilités que nous avons, n'est-ce pas? Eh bien, il faut exploiter ça. Il faut que le président légitime, n'est-ce pas, trouve un terrain d'entente avec l'opposition pour que la paix, le calme règne dans le pays, qu'on n'ait pas, n'est-ce pas, des pneus enflammés un peu partout à travers le pays et que les touristes ne peuvent pas venir car nous avons besoin de, n'est-ce pas, ces secteurs économiques. La sous-traitance également est très importante et nous avons tendance des fois à négliger la sous-traitance, à mépriser la sous-traitance, mais c'est de la bêtise parce que au parc industriel de Port-au-Prince, pour un ouvrier qui travaille à l'intérieur, il y en a 5 qui demandent de l'emploi. Donc si nous pouvions, grâce enfin disons à la loi HELP, à la loi HOPE, nous avons des possibilités. Nous devons, n'est-ce pas, coopérer, tout le monde, les parlementaires, les investisseurs, le gouvernement, l'exécutif, pour que on puisse créer encore peut-être jusqu'à 150 000 emplois. À mon avis, c'est possible. Il faut se rappeler qu'à la fin de Jean-Claude Duvalier, nous étions les leaders dans la matière. Nous nous sommes fait dépasser par tous les pays environnants. Aujourd'hui, professeur René Desroches, pour rendre possible toute cette belle proposition que vous faites là maintenant, il y a ce qu'on appelle le budget de la République qui doit être compatible à tout cela. Aujourd'hui, nous avons un budget de consommation et non un budget d'investissement. Et pire, c'est que 93% du budget est consacré à l'exécutif. Maintenant, comment décentraliser le budget? Comment permettre à ce que les collectivités trouvent leur part nécessaire pour asseoir cette politique que vous proposez là maintenant? Bon, et je crois qu'en parlant du budget, il faut voir la composante dépenses, mais il faut voir aussi la composante recette. Or, la composante recette, elle est déficiente. Nous avons des milliards de gourdes qui se perdent à la frontière à cause de la contrebande. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a des mesures sérieuses qui doivent être prises, n'est-ce pas, pour que nous puissions récolter véritablement au niveau de la frontière ce qui doit être perçu par l'État. Avec cet argent, eh bien, on pourrait trouver de quoi donner aux collectivités territoriales, de quoi construire, n'est-ce pas, des infrastructures agricoles pour booster en quelque sorte la production agricole, de quoi, n'est-ce pas, faciliter le tourisme et tout ça. Donc, l'aspect recette est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que, vous savez, nos dirigeants jusqu'ici se contentent, dès
qu'ils ont à peu près 122 milliards de gourdes pour financer les emplois, l'achat de véhicules, l'achat de quelques équipements, l'achat de gasoline pour leur fonctionnement, ils se contentent de ça. Eh bien, vous savez que il y a à peine 500 contribuables qui financent près de 85% du budget national. Cela veut dire qu'il y a un tas de contribuables qui auraient dû contribuer, qui ne contribuent pas. Il faut élargir l'assiette fiscale. Peut-être 90% des ressources viennent de l'aire métropolitaine, du département de l'Ouest. Il n'y a pas un travail sérieux qui se fait non plus en termes de collecte dans les provinces. Or, que ce soit au Gonaïves, à Miragouane, au Cap, il y a quand même passablement d'activités économiques qui se font. Il faudrait qu'il y ait aussi une fiscalité efficace qui se fait. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Mais cela veut dire que nous ayons aussi des dirigeants qui ne soient pas corrompus. Parce que le gros problème, c'est que parfois, ils se laissent corrompre par tel ou tel grand entrepreneur, par tel ou tel grand commerçant. Ils leur donnent des facilités, n'est-ce pas? Et puis, alors, ceci au détriment du pays. Abordons maintenant l'aspect de la reconstruction. Nous avons commis une erreur de reconstruction post-séisme, après 2010, et après le passage de l'ouragan Mathieu, on a encore un autre défi, c'est la reconstruction post-cyclonique. Et vous venez de le dire tout à l'heure, les gens commencent à reconstruire, à rebâtir, mais maintenant, est-ce que cette reconstruction se fait sous la surveillance des autorités locales? Est-ce qu'il y a des expertises consacrées justement à ces reconstructions? Bon, je ne pense pas qu'il y ait suffisamment d'attention qui soit accordée aux techniques de reconstruction. Après le séisme, on a vu des firmes japonaises qui étaient venues ici pour aider avec la reconstruction, etc., pour donner de nouvelles techniques. Bon, on a vu certaines personnes commencer à mettre, n'est-ce pas, une ceinture de béton, n'est-ce pas, quand on construit un mur. Le mur ne peut pas être simplement un mur de 3 mètres, et il faut quand même qu'il y ait une ceinture de béton au milieu pour renforcer, mettre des équerres au niveau entre les colonnes et les poutres, etc. Bref. Mais j'ai pas senti qu'au niveau technique, qu'il y ait les améliorations qui sont apportées dans la construction. Par exemple, moi j'ai un ami qui nous a envoyé un mail pour dire que il y a des choses qu'on appelle des cavaliers. Ce sont des petits morceaux de fer que l'on peut mettre, n'est-ce pas, quand on enfonce un clou dans la tôle, n'est-ce pas, qui permettent que même s'il y a un vent très fort, que la tôle ne soit pas soulevée. Il y a des techniques qui sont utilisées, n'est-ce pas, et qu'on peut utiliser. Mais je dois dire que je n'ai pas entendu, n'est-ce pas, le ministère des Travaux publics, je n'ai pas entendu, n'est-ce pas, les dirigeants politiques. Par exemple, ils auraient dû en faire des spots et même encourager, par exemple, des fournisseurs comme les ateliers de Campéret à préparer ces cavaliers pour que dès la reconstruction, même pour ces écoles, etc., qu'on puisse mettre ces cavaliers, parce que ces écoles ont une fonction d'abri aussi en cas de cyclone, vous voyez, pour nous assurer que, n'est-ce pas, les toits de tôle puissent tenir. Donc il me semble qu'il y a un aspect technique qui n'est pas suffisamment pris en compte. Aujourd'hui, on recommence, on reconstruit. La deuxième chose aussi, c'est que je crois que ceux qui peuvent le faire, eh bien, ils doivent penser quand même à construire, surtout dans la péninsule du Sud, qui est souvent ravagée par des cyclones, et à construire parfois en béton, plutôt en béton, n'est-ce pas, même si on prend les précautions nécessaires pour qu'en cas de séisme, n'est-ce pas, il n'y ait pas de dégâts comme on l'a eu pendant le
le séisme, n'est-ce pas, Goudou Goudou. Il ne reste qu'à vous remercier, professeur René Desroches, d'avoir été disponible pour répondre à nos questions ce matin. C'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de Signal. Voilà, Madame, Messieurs, c'est pratiquement la fin de cette rubrique à l'invité simultanément sur Radio et Télésignal. Ce matin, notre invité, c'était le professeur René Desroches de l'initiative de la société civile, également de l'Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie. Avec lui, on a parlé effectivement d'élections et également la situation post-cyclonique. Merci d'avoir été les nôtres. Passez un excellent moment. Palais.com